sur la confiance, la collaboration et au cœur de l'Internet, il y a des personnes qui permettent son fonctionnement. Nous avons donc ici des membres de communauté qui font beaucoup de travaux au sein de leur communauté avec des formations, avec l'entretien des infrastructures, dans l'animation. J'espère que cela va vous inspirer pour faire de même dans vos communautés, mais surtout de rejoindre au travail que nous faisons ensemble. Nous allons merci aussi à ceux qui ont sponsorisé l'interprétation et les sous-titres. Merci à Special Bagas et Pocha pour l'interaction de cette réunion. Permettez-moi de passer la parole maintenant à Jen Coffin, notre vice-présidente en charge du développement de l'Internet. Jen, c'est à vous. Merci Evelyne, merci de partager ce proverbe avec nous. Effectivement, il est important de travailler ensemble, de marcher ensemble. C'est nos communautés qui sont importantes. Euh, Pregnance et d'autres qui nous aident dans ce type de forum font partie de cette communauté. Vous tous faites beaucoup de travail. Nous avons plusieurs intervenants aujourd'hui de plusieurs parties du monde et ce sont aussi des personnes qui sont engagées dans leur communauté, qui renforcent les partenariats. Nous, Internet Society, nous faisons du développement de l'Internet. Nous essayons d'avoir beaucoup de partenaires. Nous ne devons pas avoir de maillons faibles. Nous devons avoir des partenaires qui nous soutiennent. Donc, merci pour toute cette aide, ce soutien. Vidrak, Fluxamine, qui nous aide dans ce projet de développement communautaire. Le nom du projet lui-même est très parlant du travail que nous faisons dans le renforcement des infrastructures, mais aussi dans la croissance des communautés qui s'occupent de ces infrastructures. Nous devons aller vers des changements par rapport aux prestataires de services, aux fournisseurs d'accès. Permettez-moi maintenant de passer à notre chargé des développements communautaires, Hicham. Hicham, qui travaille avec les fournisseurs d'accès dans tout le monde entier, en Afrique subsaharienne, dans le Moyen-Orient. Hicham est donc un partenaire précieux. Hicham, je voudrais vous passer la parole. Merci pour cette présentation. Merci d'être parmi nous. Vous avez entendu mon nom, je suis Hicham Ibrahim et je suis en charge du dialogue avec les communautés et euh, au sein de la société FLCC et je travaille avec beaucoup de personnes dans le monde pour conduire des travaux sur notre passion commune, l'Internet. Je vois d'ailleurs des personnes connues dans cette réunion. Nous allons partager donc sur cette passion commune, discuter plus en profondeur. Vous avez entendu ce que nous faisons sur les communautés. Beaucoup sont parmi nous. J'aimerais passer la parole au premier intervenant sur les points d'échange, quel est le rôle de ces points au sein des communautés sur l'amélioration des infrastructures, non seulement du point de vue technique, mais aussi sur l'aspect humain, sur les effets que ça a sur la communauté en tant que telle. Sans plus attendre, permettez-moi de passer la parole à Antoine. Antoine qui va nous parler de ces défis lorsque vous mettez en place ces points d'échange. Merci à cette introduction brillante de la discussion que nous allons avoir. Merci à l'ISOC d'avoir organisé cette réunion. C'est pour partager certaines expériences. Pourquoi cette expérience est positive? Je fais partie de ceux qui travaillent sur les points d'échange Internet. Nous avons certaines satisfactions. Je vais partager avec vous aussi sur les avancées actuelles. Ça a été un grand voyage que vous allez voir dans la diapositive suivante. C'est important de comprendre d'où je viens. Je suis de Calcutta, la capitale de l'État de l'Inde, pas très loin de Bangalore.
de 200 km de Hsinchu. Et nous avons mis en place une station de câble à 180 km de l'endroit où nous nous trouvons. Et cela va changer le travail que nous faisons, amplifier les points d'échange de l'Internet dans les communautés où nous sommes. C'est une communauté qui est consciente de ce que représentent ces points d'échange. Euh, nous pouvons changer les routes. Qu'est-ce que nous pouvons faire aussi pour les communautés? Ce qui a été façonné depuis 4-5 ans. Lorsque nous avons commencé ce travail sur les points d'échange Internet, nous essayons de mettre en place des routeurs euh, et, lorsque nous avons parlé aux opérateurs de ces instances de routeurs, nous devions créer un cadre IX, puisque ça travaille dans ce cadre que ces routeurs. Nous avons donc cherché des points d'échange Internet, des IXP à ce moment-là, et il y avait seulement une société qui fournissait cela, Nixie. Il y avait des points qui avaient du trafic, d'autres qui en avaient moins. Donc, c'était le premier défi. Nous avons commencé à travailler dans les programmes communautaires, mais les communautés n'étaient pas encore construites il y a 14-15 ans, je dirais. Donc, un point d'échange qui est présent dans toute l'Inde. Certains fonctionnent très bien, d'autres qui ne fonctionnent pas très bien, mais il n'y a pas de communauté autour de cette infrastructure. Donc, le premier défi était d'interagir avec les personnes qui étaient déjà en train de travailler sur ce réseau. Et lorsque nous avons été en mesure d'avancer sur ces questions, nous avons constaté et nous l'ont dit, nous nous sommes auprès de Nixie, une organisation gouvernementale, et nous travaillons là-dessus. Mais c'est beaucoup plus simple de passer par Singapour pour avoir un bon trafic plutôt que de passer par ces points d'échange qui se trouvent à Calcutta. Donc tout le monde avait sa propre perception et les communautés techniques et universitaires savons que c'est une bonne chose d'avoir ces points d'échange, mais les XP, mais ceux qui essayaient de travailler avec cela, qui sont du monde des affaires, euh, pour eux, les IXP n'avaient pas beaucoup de sens. Donc, c'est quelque chose que nous avons aussi appris, quel que soit le programme que vous mettez en place, du point de vue universitaire ou pas, les parties prenantes principales sont ceux qui font partie des communautés. Donc, nous avons commencé à avancer en 2014-15. En 2014, et jusqu'à 2016, nous avons pu construire une petite communauté grâce à un programme de renforcement de capacité qui a été financé par la société Beyond the Net et le gouvernement indien. Et nous avons pu tenir cette discussion sur les points d'échange Internet et les IXP. Et, et, et en 2017-18, nous avons pu avoir quelques points d'échange et des fournisseurs d'accès ont pu prendre à leur compte cela en 2018 et accroître le trafic. Et en 2018, nous avons pu avoir organisé une société qui accueille ces IX qui était connue à ce moment-là. iPhone, cette société était connue. Et donc, il y a eu un changement en 2019 parce que nous avons accueilli l'événement Sanok 34. Les communautés des affaires a pu comprendre ce qui se passait. Et c'est là où la croissance a pu vraiment démarrer. Et nous avons pu accroître la communauté. Et nous avons pu avoir des volontaires qui veulent travailler avec nous. La première décision qui a été prise est de mettre en place un groupe de travail et de le renommer en tant que, avec le nom Kolkata EX en 2019 et accroître de cette croissance. En 2014, qui avait seulement
une communauté qui fonctionnait. Nous avons pu avoir à plusieurs points à 10 gigas, à 1 giga. Voilà. Euh, et nous avons pu aussi croître parce que nous avons pu avoir un switch grâce à un partenaire. La capacité a pu croître au-delà des 1 giga dont nous avions l'habitude. Et cela nous a permis en 2021, c'est-à-dire aujourd'hui, où nous avons beaucoup plus de CDN qui nous ont rejoints. Et nous avons pu aussi nous mettre en conformité avec la norme MANRS et le groupe. Nous avons pris la décision de mettre en place aussi des points d'échange dans les zones rurales, des petits IX sur de 200, 300 km de Calcutta, parce que parce qu'en vérité, la transformation numérique de l'Inde se produit depuis 1 an et demi à cause de la pandémie. La réalité de cette transformation s'est faite pendant les 1 an et demi et cela a changé vraiment la demande en tant que des IX. Et nous devons aller du level du niveau 2 vers le niveau 3. Et vous pouvez voir ici qui sont les personnes dont nous parlons. À droite, vous pouvez voir le groupe de travail et à gauche, euh, ceux qui nous ont aidés à construire cela, Internet Société, et les XP managers qui ont géré toute l'infrastructure, la société Basis Technologies qui nous ont donné l'infrastructure pour héberger les IX, Alliance Broadway qui nous permet d'avoir le débit pour cela et Speednet aussi est l'un des réseaux qui nous aide. Donc, ce sont ces parties prenantes qui ont pu nous accompagner pour mettre en place le groupe Calcutta X. Pourquoi toutes ces personnes se sont réunies dans une même communauté? Euh, Nous avons pu répondre à ce défi de créer une communauté, une communauté qui crée quelque chose de positif pour tout le monde. Le prérequis était de les autonomiser en tant que groupe. Quels sont le cahier de charge? C'est le groupe qui l'a décidé. Qu'est-ce que nous allons faire à l'avenir? C'est aussi ce groupe qui a décidé. Quelles sont les nouvelles initiatives? C'est aussi au sein du groupe que nous le décidons. Et les politiques aussi, à mettre en place les politiques internes, les règlements internes. Donc, c'est ce que nous avons pu inculquer dans ces groupes de travaux. Dans l'année d'opération, autour de 1 million de dollars a pu être économisé grâce aux économies de bande passante, grâce aux IXP. Ce n'est pas une petite somme. C'est 60% des économies en termes de coûts qui a été fait par chacun des membres de cette communauté. Mais ce n'est pas cela qui est le véritable impact des points d'échange Internet. Un des impacts est de faire en sorte que l'Internet soit plus résilient. Comment nous le faisons? Ce n'est pas simplement parce que nous avons eu les switches de ISOC ou que nous avons créé ces points d'échange. Ce que nous avons été en mesure de faire grâce à cela, c'est que les économies faites par les opérateurs nous a permis d'entretenir le matériel. C'est d'ailleurs le message que nous avons en tant que groupe de travail. Tout cet argent économisé, euh, ne le gardez pas en tant que profit. Réinvestissez dans le matériel dont nous avons besoin pour que le réseau soit mis à niveau. Il y a aussi la formation qui se fait grâce à cela au sein des fournisseurs de services. Vous, les perturbations de l'Internet ne se font pas parce qu'il y a des erreurs d'usagers. C'est
C'est lorsqu'il y a des coupures d'Internet, ce sont simplement des personnes euh, qui éteignent simplement les serveurs et les réallument. Nous n'avons pas les personnes qui permettant de gérer cela de façon fluide. Nous n'avons pas les personnes formées. Donc c'est ce que peut faire ce petit opérateur à 300 km de Calcutta, parce que tout se fait par des consultants. Donc, nous avons pu former aussi le personnel. Et il y a donc des résolutions plus rapides des problèmes. Ça crée de la résolution, de la résilience en cas de problème. Lorsque un problème se produit, ce groupe euh, per- nous permet de revenir en ligne beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Donc, c'est ce que nous appelons la résilience. La dimension sécuritaire ne peut être pris en compte, bien sûr, qu'une fois que tout fonctionne. Euh, et donc, il faut un changement de mentalité, et ça a pu se faire parce que nous avons les personnes qu'il faut maintenant. Au moins 8 à 10 fournisseurs d'accès qui font partie de cette communauté, qui sont aujourd'hui euh, conscients de la norme MNRS et qui pensent que ça peut la rapporter. Cela met en sorte que l'Internet est beaucoup plus fiable. Donc, en résumé, la résilience de l'Internet dans une région particulière est proportionnelle au nombre d'IXP qui sont dans cette région. C'est une leçon empirique que nous avons tirée de notre expérience. Plus vous avez des points d'échange, des présences de points d'échange, plus la fiabilité de l'Internet s'accroît dans cette région particulière. Et c'est la même chose dans d'autres régions que nous avons testées. Le deuxième impact que nous pouvons citer est l'impact social. L'IXP fait en sorte qu'il y a une confiance qui se produit entre les parties prenantes. Il y a des synergies qui se dégagent, par exemple, en termes de processus d'acquisition, d'achat, euh, avec la relation avec les centres d'appel, avec les consommateurs. Tout cela produit une meilleure expérience qui a un impact social. La compétition euh, seule peut être néfaste s'il n'y a pas un endroit où un dialogue peut se tenir. Donc, c'est donc une expérience qui nous donne la confiance pour continuer ce que nous avons entamé et qui nous renforce dans cette idée de création de points d'échange Internet en nombre, parce que l'impact est, est important auprès des usagers, mais aussi dans la manière dont l'Internet lui-même fonctionne et comment il est perçu par les usagers. Je voudrais m'en tenir à ces commentaires et j'aimerais donc entendre vos observations et questions. Merci de nous avoir accompagnés ISOC dans les 7 ou 8 années euh, dans cette initiative. Merci beaucoup. Je suis impatient de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Euh, Vous avez dit qu'il faut autonomiser les communautés pour qu'ils puissent prendre des décisions. Quel type de politique il faut mettre en place lorsqu'on construit une communauté? Si vous pouvez un petit peu plus éclairer ce point. Et qu'est-ce que cela veut dire pour cette communauté? Et ça, d'ailleurs, c'est intéressant pour tous les pays, d'ailleurs, qui commencent à mettre en place les points d'échange et Internet. C'est simple, c'est plus économique parfois d'envoyer le trafic en Europe ou ailleurs. Euh, mais au fond, en tant que communauté, nous savons que les XP sont meilleurs. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cette autonomisation des communautés? Vous devez effectivement vous pencher sur le contexte pour savoir pourquoi autonomiser les gens, c'est important. En tant que groupe de travail, nous essayons de travailler sur les politiques, de charge de parler des tarifs. Lorsque vous êtes un usager des IX,
Vous demandez simplement à devenir un père et vous avez la réponse, c'est possible ou pas. Si vous avez une question à poser, si vous avez une difficulté, vous n'avez personne à qui parler, il n'y a pas d'interlocuteur. Mais si vous réunissez tout le monde en tant que communauté, euh, si, ce sera possible de voir si les demandes peuvent être traitées. Et c'est comme cela que la relation usager-fournisseur se met en place plutôt qu'une relation communautaire. Donc, l'autonomie vient justement de la possibilité de prendre des décisions ensemble, alors que les organisations qui sont en charge des points, elles, vont exécuter ces décisions. C'est effectivement donner la confiance à ces membres de communauté que ce sont eux qui décident. Donc, c'est quelque chose de transformatif en termes de fonctionnement. J'ai deux autres questions. Et j'aimerais aussi que nous abordions, après que le point d'échange soit mis en place, sur les aspects sociaux. Il y a des événements qui se tiennent autour de ces points, que ce soit des forums, des réunions, des points d'échange. Dans le monde virtuel, par exemple, le forum de peering africain, nous le faisons en ligne, où nous réfléchissons sur des questions techniques. Comment vous vous débrouillez pour réunir les gens dans le contexte Covid pour la socialisation? En 2019, nous avons eu la semaine de l'Internet où une session a pris place sur les aspects techniques, où nous avons pu discuter avec les personnes pour que nous ayons une compréhension commune sur la valeur du peering. Et c'était le premier test. L'année dernière, nous avons aussi conduit des tutoriaux. C'était une communauté indienne que nous avons appelé à participer en soutenant l'idée que nous devons avoir les personnes formées pour travailler sur le terrain. Formées nous permettra d'avoir une force de travail beaucoup plus conséquente. C'est plus important que simplement prendre des décisions politiques. Essayons, nous sommes dit, de travailler sur les aspects humains plutôt que simplement sur les questions techniques. Il y a des commentaires qui nous disent, oui, c'est une présentation très intéressante dont nous pouvons tirer parti, mais une autre question peut-être pour vous, mais aussi pour l'ISOC, puisque vous avez dit que l'ISOC a soutenu. Comment vous avez calculé les économies dont vous avez parlé? Il y a aussi des questions sur le coût de démarrage et comment quel est le coût pour effectivement avoir un point d'échange qui en place et qui fonctionne. Donc, c'est une question qui peut être partagée avec ISOC. Et une autre question aborde la question des appuis. Quels appuis avez-vous besoin dans les zones de développement? Et quel type d'accompagnement ou soutien vous trouvez dans de telles initiatives aussi? Peut-être que vous pouvez prendre une partie de la question et Isaac peut réagir aussi. En termes de calcul des économies et de coûts, nous avons simplement demandé aux membres pour d'estimer que s'ils n'avaient pas eu ce point d'échange à Calcutta, quel aurait été le coût et quel est leur sentiment en termes d'économie qu'ils ont fait. Et donc, à chacun de mes membres, de nos membres, nous a donné un chiffre. Nous en avons fait l'agrégat et nous avons pu comparer avec le trafic qui passait par le point d'échange. Et c'est un chiffre qui nous vient des usagers et qui a été agrégé et qui a été vérifié grâce au, au trafic.
Pour commencer, il vous faut simplement commencer avec un blog, 1 000 $. Vous pouvez déjà entamer le processus. Mais le principal, c'est d'avoir les personnes autour de vous qui vous accompagnent. L'investissement en termes financiers, en termes de ressources humaines sont importants. Il faut participer aux conférences pour échanger les idées. Il y a beaucoup plus d'autres coûts qui sont impliqués plutôt que le coût de l'IX lui-même. Techniquement, 1 000 $, ça peut être suffisant, mais vous avez besoin de beaucoup plus d'investissement pour que ce soit fonctionnel en ligne. Oui, c'est un très bon point. D'ailleurs, une présentation d'un ami euh, nous a fait aussi une présentation de la manière de construire un point d'échange et c'est en ligne, mais j'encouragerais donc les participants à y jeter un œil. Permettez-moi de passer maintenant à la présentation suivante. J'avais posé d'ailleurs une question sur le soutien que l'ISOC peut apporter, mais peut-être on peut poser la question aussi par rapport aux NOx qui vont être présentés. Donc, c'est un ami à moi, Hiba, qui va faire cette présentation. Il s'agit d'une initiative qui est très intéressante, les SD-NOG. Parce que quand on parle de communauté, c'est un très bon exemple de construction de communauté que la construction du NOG, les efforts qui sont faits, qui devraient inspirer les pays à les suivre et comment ils ont pu, dans leur pays, construire une communauté et faire la différence sur leur pays. Haïba, c'est à vous. Merci. Je m'appelle Hiba El-Tidjani, ingénieur sur les réseaux et je fais partie du comité exécutif des opérateurs de réseau. Je vous présente aujourd'hui le groupe des opérateurs des réseaux au Soudan. L'organisation a été fondée en 2014. C'était une organisation communautaire à but non lucratif basée au Soudan. En 2014, c'était le deuxième dans la région MENA et le premier en Afrique. Lors du développement de l'ENOC, les gens nous demandaient pourquoi est-ce que nous avons voulu commencer ou établir cette organisation. Pourquoi maintenant? Les membres fondateurs de notre organisation ont décidé de créer parce qu'ils avaient l'occasion de participer dans certains des événements régionaux, c'est-à-dire les réunions d'AFNOP, d'AFNEC, et ils ont vu la valeur et l'importance de ces interactions et le niveau de collaboration entre les personnes qui utilisent ces plateformes. Et ils ont réfléchi, ils ont dit, et si on créait notre propre organisation? L'idée ici, c'est que nous avions quelque chose de différent au Soudan. Il n'y avait pas des associations de DSP et si vous vouliez, par exemple, avoir une influence sur le renforcement des DSP ou pousser pour créer votre organisation, vous n'aviez pas suffisamment de poids. Et si vous êtes également un diplômé jeune, vous ne saviez pas où commencer ou avoir les opportunités, les occasions pour créer des réseaux et les connexions pour apprendre davantage. Et si vous voulez, par exemple, commencer des projets ou des initiatives, il était difficile de trouver des gens qui pensent comme vous. L'idée était de créer une plateforme ou un réseau où les gens intéressés sur les réseaux et l'Internet se rassemblent et discutent les questions, l'initiative, comment aborder les priorités, comment partager leur expérience. À l'époque, le Soudan était sous sanction économique, et la plupart
les activités qui étaient permises ailleurs n'étaient pas permises au Soudan. Donc, nous devions passer par beaucoup de chemins pour créer notre organisation. C'était une expérience très difficile et les gens qui ont expérimenté cela, nous voulons partager notre expérience à d'autres pour que vous ne passiez pas par le même chemin. Diapo suivant, cela a commencé par un petit rassemblement de gens qui ont le même intérêt, qui sont intéressés par l'idée et l'initiative. Et nous avons essayé également de rassembler les parties prenantes qui étaient présents dans le domaine de réseautage au Soudan. Et nous avons réfléchi sur l'idée et nous avons vu comment ils ont réagi à cela et comment ils peuvent contribuer à cela. Nous avons eu des événements techniques. Nous avions fait une planification pour lancer ce groupe et nous avons organisé des réunions physiques afin d'avoir les retours des participants. Nous nous sommes assurés également qu'il y ait quelque chose en ligne, qu'il y ait un mailing list ou un serveur wiki pour aller de l'avant et continuer l'interaction, même si ce n'est pas une interaction physique. Donc, un de notre piliers, c'était l'appui des parties prenantes. Cela a pris un peu de temps avant qu'ils soient convaincus sur l'idée ou par l'idée, mais ils étaient quand même les principales parties prenantes qui nous ont appuyés. Nous avons les partenaires industriels, les personnes en dehors du Soudan, Afrinic. Nous avons PCH, différents acteurs au niveau de la Internet Society qui nous ont appuyés, aidés pour que nous soyons suffisamment forts. Et cela a été couronné de succès en 2014. Quel a été le résultat maintenant de cet effort? On peut dire, en 2014, nous avons vu une croissance de notre base communautaire. Il y a eu des événements techniques sur le réseautage basique et il y avait eu également des startups. Ils ont travaillé ensemble et ils ont compris comment les autres pensent et quels ont été leurs intérêts mutuels. Il y avait des gens également qui ont trouvé des opportunités de recrutement. Donc, nous essayons d'organiser des événements réguliers, que ce soit des événements hebdomadaires ou mensuels, et nous essayons de rassembler les gens en dehors et aussi au sein du Soudan afin que les connaissances soient transmises et les personnes sont formées par des experts. Un autre point parmi les succès, c'est que nous avons eu une reconnaissance de la part des parties prenantes. Au Soudan, le gouvernement et les régulateurs pensaient de notre organisation comme une organisation qui travaille sur le réseautage et ils voulaient donc nous avons participé dans certains des événements de la gouvernance d'Internet et ce que nous avons noté, c'est que dans plusieurs études, la situation au Soudan n'était pas considérée parce qu'il n'y avait pas de contact et il n'y avait pas d'information sur le Soudan. Donc, avoir une organisation qui représente la communauté et qui peut envoyer des participants et membres également de l'industrie a permis aux gens qui se trouvent en dehors du Soudan de créer un réseautage avec les gens qui se trouvent au Soudan. Nous avons été invités dans certaines des initiatives nationales
comme le IPv6, le groupe de travail de IPv6, qui a établi le plan de migration vers IPv6. Et les ingénieurs ont été formés. Nous avons participé sur le switching de routing model vers le switching model. Et nous avons été des experts là-dessus et nous avons organisé des ateliers. Nous avons formé les ingénieurs sur la différence et les avantages. Et les experts que nous amenons dans les événements, qu'ils se soient parrainés par des organisations ou que ce soit individuels, ils sont venus et ont formé sur les domaines très compliqués et très sophistiqués. Et les gens qui ont été formés sont eux-mêmes devenus des formateurs. Donc, nous avons accru notre capacité. Ce n'était pas quelque chose de facile. Certains des défis étaient liés à la situation du Soudan, que ce soit la situation économique, que ce soit lié à la stabilité politique. Donc, il était peut-être un peu difficile d'avoir un niveau d'activité assez soutenu. Mais nous avons quand même réalisé quelques activités couronnées de succès. Il y avait également des moments où le niveau d'engagement des pays était affecté. Ils ne pouvaient pas participer pour des raisons quelconques. Les volontaires parfois n'était pas possible. Il n'était pas possible pour eux de remplir leurs tâches. Mais le plus important ici, c'est de répondre à la question des communautés et nous essayons également de distribuer les tâches afin de ne pas surcharger les volontaires. Nous avons l'industrie qui nous appuie dans ce domaine et nous essayons d'être proactifs. Nous travaillons là-dessus et nous pensons qu'il y a beaucoup à faire et nous essayons de faire de nos événements un peu plus partagés. Mais nous nous focalisons également dans des domaines spécifiques. Il y a aussi la question du Covid, la situation politique au Soudan est un peu difficile. Nous étions ambitieux. Nous avons beaucoup appris lors de la mise en œuvre de nos activités. Nous avons commencé avec des activités qui auraient pu être réalisées sur 3 à 4 ans, mais nous avons beaucoup appris comment être réaliste et progresser de manière soutenue. Nous sommes ravis de notre réalisation à ce jour. Il y a beaucoup de points positifs et nous avons des retours positifs et nous espérons que nous pouvons continuer comme cela. Ici, nous avons la liste de nos réseaux dans les médias sociaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Iba. Les participants vous remercient beaucoup pour votre intervention et présentation. Donc, ils vous félicitent pour les succès de votre organisation. Et il y a quelques points que je veux mentionner ici. Vous avez dit quelque chose comme avoir un poids. Et cela est très important. Parce que cela va appuyer les efforts et les initiatives gouvernementales également. Les gens qui se rassemblent, bien sûr, auront une force.
Oui, vous avez mentionné également la situation politique au Soudan et comment c'est difficile de réaliser des activités au Soudan. Mais vous, en tant qu'organisation communautaire, vous êtes un bon exemple de meilleures pratiques. Vous avez fait participer un certain nombre d'experts pour appuyer votre initiative, parce que ces experts-là euh, sont très intéressés par les travaux que vous réalisez. Il faut vous féliciter également pour vos travaux de traduction. Vous êtes également impliqué dans le domaine de la traduction. C'est vrai, c'est un effet domino. Donc, lorsque nous avons mis en place notre page wiki, mais nous avons utilisé votre documentation qui nous a beaucoup aidé et nous avons reçu des retours positifs, même dans la traduction. Et la traduction fait partie des activités que nous réalisions pour atteindre notre communauté. Par exemple, l'arabe est une langue couramment parlée au Soudan, donc c'est la langue nationale. Il faudra donc traduire les documents en langue arabe. Vous présentez quelque chose et nous avons également les occasions qui se présentent et nous utilisons ces occasions pour aller de l'avant. C'était une initiative très intéressante. Dernière question. Le groupe qui a commencé cela, est-ce que vous pouvez nous parler un peu en détail des membres de votre organisation? Comment est-ce que cela a commencé? Le groupe a commencé. Lorsque nous avons commencé, c'était juste une idée. Sarah Rabin est l'initiateur, c'est la personne qui a réfléchi en premier à cela et ensuite elle m'a recruté et elle a commencé à recruter d'autres personnes. Lorsque les gens viennent dans les événements SDNOG, vous pouvez facilement remarquer le déséquilibre en matière de genre. Nous avons des jeunes qui participent à notre initiative. Il y a des jeunes qui viennent juste de quitter, des jeunes diplômés des universités, mais la majorité des participants sont des femmes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la réalité. Merci, Iba. J'apprécie beaucoup votre initiative. Je pense que nous aurons suffisamment de temps pour la session questions et réponses. Sur la même question, en matière de communauté, nous avons Steven qui va nous parler certaines des initiatives que nous voyons dans d'autres continents, par exemple dans les Caraïbes, le réseau caribéen. Bonjour tout le monde, merci Hicham et merci à l'équipe de l'ISOC, Dr Shannon, qui est la directrice et qui est le directeur du bureau des Caraïbes. Je vais vous parler ici du Carabnog. Et je vais vous présenter le niveau, le niveau des activités que nous avons mis en place. Donc, nous avons 16 pays, 40 pays, c'est des pays anglophones, hispanophones, et ce qui est commun, c'est la majorité de ces pays sont entourés par l'océan. Donc, l'interconnectivité dans cette région se fait par des câbles sous-marins. Les économies sont faibles et nous avons une centaine de milliers de populations. Donc, le voyage est cher, la télécommunication est chère et un défi
c'est que au sein de cette région des Caraïbes, c'est le renforcement des progrès économiques et également avoir accès à des équipements numériques. Nous avons un historique similaire avec d'autres régions. L'Internet a commencé dans les années 90. Nous avons eu la dérégulation et la libéralisation du marché télécom dans les années 2000. Nous avions les réseaux Wi-Fi et nous avons plus d'un fournisseur. Les pays Caraïbes ont passé par des fournisseurs monopolistiques. Mais au cours des années, parmi ces 40 pays, nous avons 10 pays avec les points d'échange Internet et le trafic sur Internet se fait à travers Miami. Voilà le point d'échange de facto pour la région. Ici, nous avons l'autre version de la même chose, c'est-à-dire l'infrastructure cloud au niveau mondial. Il n'y a pas des opérateurs cloud qui ont une infrastructure dans cette région, que ce soit AWS, Microsoft, IBM, et so on. Nous n'avons pas cette infrastructure dans cette région, mais nous avons au moins un ou deux des opérateurs cloud qui sont de la région et qui travaillent sur le service cloud. Donc, l'effet, c'est que aux Caraïbes, nous utilisons beaucoup les technologies et nous ne produisons pas la technologie. Ça, c'est un souci. 2007-2008, l'Union de télécommunications des Caraïbes qui avait le mandat de développer l'industrie télécom et les TIC, les services de TIC et les infrastructures avait un souci sur l'exportation nette des capitaux parce qu'il n'y avait pas suffisamment de contenu développé au sein de la région. Avec l'appui de l'American Registry of Internet Numbers, nous avons établi CaribNOG en 2007 afin d'aborder la question de l'autonomisation des professionnels TIC de la région et les parties prenantes dans cette industrie. Mais nous voulons que ces gens également soient créatifs et leur capacité renforcée afin de développer les transactions et le commerce au sein de la région. C'est juste pour renforcer l'économie dans la région. CaribNOG a commencé avec l'appui de ces organisations, aussi avec l'appui des organisations comme ICANN, IZOG, les registres de l'Amérique latine. Ces organisations nous ont beaucoup appuyé à ce jour pour renforcer CaribNOG et notre mission. Notre mission, c'est également promouvoir les communautés techniques. Ici, nous avons l'époque avant Covid, nous avons deux réunions régionales par an où nous rassemblons les techniciens en matière de TIC et également le secteur public qui participe dans ces événements. Et nous travaillons sur le renforcement des capacités en matière de réseautage. Nous organisons des séances de formation sur, par exemple, l'IPv6. Nous avons également organisé des formations sur l'infrastructure cloud et les points d'échange Internet. Et les réunions étaient organisées dans les pays de Caraïbes, différents pays de la région Caraïbes, afin de renforcer les capacités des communautés. 2 réunions par an depuis 2007.
Et nous avons mis en place une communauté d'ingénieurs et des professionnels de TIC dans la région des Caraïbes. Diapo suivante. Nous avons notre collaboration avec l'IXP en 2012, en 2019. Nous avons eu un appui de Pocket House et nous avons commencé avec les équipements simples. Nous avons commencé avec des switches simples. Nous utilisions les pings pour faire partie des ou pour utiliser les réseaux des fournisseurs télécoms. Mais au fil des années, nous avons eu beaucoup d'appui de nos partenaires comme les organisations comme ICANN et ISOC. Nous sommes maintenant acceptés au sein de la région. L'IXP Grenada, par exemple, nous avons un RAC, mais en 2019, nous sommes devenus un centre de microdonnées. Et les affaires et les sociétés ont commencé à utiliser notre infrastructure et maintenant nous avons un trafic dans l'ordre des gigabits. Nous avons le même développement en Belize et également dans d'autres pays. Ici, nous avons pendant Covid, nous avons travaillé en ligne. Nous nous focalisons sur les questions sur l'XP et nous avons travaillé sur l'Internet Exchange Point et cette structure virtuelle a été très intéressante parce que les gens étaient confinés et travaillaient de leur domicile. Donc, le défi que nous avons abordé est que nous avons appuyé les communautés pour faire cette transition et voir comment, pour voir quelle est la nouvelle situation dans la région des Caraïbes. Cela nous a montré le besoin d'avoir des exchange points pour une résilience, pour l'autonomie et la dépendance sur le trafic de Miami et retour. Les communautés au niveau local doivent être capables d'organiser leurs propres réunions virtuelles et avoir leurs propres sessions virtuelles à un coût minime. Ici, nous avons les points saillants. Nous allons travailler davantage sur les IXP et un focus particulier et d'accroître le nombre de IXP et également qu'ils soient opérationnels. Les moderniser, également un point prioritaire de notre organisation. Être connecté, c'est basique. Donc, nous devons travailler davantage. Voici le point de départ du développement économique et des opportunités que nous voulons voir dans la région. Il y a certains qui disent que ça ne donnait pas de sens, mais la réalité est que ce sont des communautés de 10 000, de 15 000 personnes au sein d'une île font une transaction. Ils vendent, ils achètent, donc ils échangent au niveau local.
Donc, il y a une place. Et donc, on doit les appuyer avec une infrastructure numérique adéquate afin qu'ils puissent réaliser ces transactions. Donc, le service cloud AWS, par exemple, est une nécessité et nous devons être capables de fournir ce service au niveau local, au niveau de la base, afin de renforcer les solutions qui sont réalisées par la communauté locale. C'est ce que Karabnok veut réaliser. Cybersécurité également est une question très importante. Donc, notre objectif est également d'autonomiser les gens. Comment avoir un comportement numérique adéquat. Nous travaillons avec les opérateurs des réseaux, nous leur donnons davantage de données et nous essayons de capturer et mesurer les données dans la région afin de prendre des décisions éclairées. Dernier diapo. Ici, nous avons voici les liens où vous pouvez trouver Karabnok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était une présentation intéressante. Nous avons beaucoup de questions et des observations. On peut rester un peu plus. Nous avons les organisateurs. Pour revenir vers vous, Steven, une question a été posée sur le type de financement que vous recevez. Est-ce que c'est en espèces? Est-ce que c'est des aides en matériel? Est-ce que c'est pour les ateliers que vous tenez? La plus grande partie dans les années précédentes, la plus grande partie des ressources que nous avons reçues, c'est du volontariat. Ce sont des personnes qui, avec leurs propres moyens, peuvent aller participer à un événement ailleurs, nous mettre à disposition leurs propres équipements. Nous avons reçu aussi des aides d'autres NOG, des équipements, du matériel. Nous avons pu recevoir aussi certains ateliers de formation, certaines facilitations de formation. Mais c'est d'ailleurs surprenant de voir comment nous pouvons avancer sans participation en espèces. Bien sûr qu'à un moment donné où il faudra de l'argent, mais en général, avec un accompagnement en nature, avec un accompagnement en ressources humaines, on peut avancer. Donc, ce sont ce que les autres groupes font aussi dans leur région, nous encouragent, puisque nous recevons des aides en matériel, en nature. Nous le faisons nous-mêmes aussi. Quand nous parlons avec quelqu'un qui met en place un point d'échange, un IXP, ce n'est pas la peine, nous leur disons, de ne pas dépenser énormément d'argent pour avoir un matériel d'écrit. Simplement commencer avec un routeur, avec un switch et collaborons de mettre cela en place dans une localisation où c'est le plus économique et c'est comme cela que nous pouvons avancer de manière économique avec l'accompagnement de partenaires internationaux. Je suis très heureux de voir qu'il y a aussi certains exemples dans, dans dont nous voyons, par exemple, les effets et l'argent économisé qui est réinvesti pour les communautés, pour la communauté, pour que les initiatives prises soient au bénéfice des communautés. Donc,
Peut-être pour l'ISOC, une question, deux questions peut-être. L'appui que vous avez apporté, dont nous avons parlé au début. Ensuite, une question sur les personnes vivant avec un handicap. Quels sont les efforts faits dans les communautés pour que ces personnes puissent interagir confortablement avec leur père? Est-ce que quelqu'un parmi les panélistes ou un représentant de l'ISOC peut réagir à cela? Je peux dire un mot là-dessus. Au Soudan, une partie des problèmes, c'est l'aspect politique. L'aspect politique peut euh, conduire au succès ou à l'échec. Vous pouvez avoir les ressources, mais avec la mise en place d'une politique particulière, vous pouvez avoir des obstacles insurmontables à mettre en place votre initiative. Donc, dans les priorités de nos communautés, c'est le plaidoyer auprès du gouvernement, auprès des leaders d'influence euh, euh, pour de changer les politiques qui sont néfastes. C'est du point de vue communautaire, c'est ce que nous voyons. Donc, en termes de projet, nous essayons d'identifier aussi qui peut nous accompagner dans le secteur. Certaines initiatives, par exemple, par rapport aux personnes handicapées. Euh, Nous avons des volontaires qui font des enregistrements, des accompagnements, mais au fond, tout repose bien sûr sur les politiques en place. C'est la voix qu'a la communauté pour pouvoir s'exprimer auprès des décideurs qui est importante. Nabila, est-ce que vous voulez vous exprimer, David? Simplement pour Matsuki, a parlé de l'appui aux communautés, mais je voulais parler de l'accessibilité. Je suis d'accord sur le point de vue politique, il y a beaucoup reste à faire. Nous, en tant qu'organisation, nous avons fait beaucoup d'efforts pendant les dernières années. Et nous avons mis en place un groupe qui s'intéresse tout spécialement aux questions d'accessibilité. Tous ceux qui êtes intéressés, vous pouvez participer à ce groupe où nous échangeons sur les aspects technologiques, mais aussi sur les aspects de politique dans le monde. Beaucoup reste encore à faire. On peut prendre l'exemple d'un site web. Euh, Quand vous faites un peu de recherche sur le site web, combien des sites web sont réellement accessibles aux personnes avec des handicaps? Vous serez très déçus. Donc, beaucoup reste encore à faire pour inclure les personnes ayant des difficultés ou des handicaps pour accéder aux informations en ligne. Merci, Navid. Merci, Iftar. Joyeux Iftar pour tous ceux qui fêtent le Ramadan. Michuki, peut-être un mot sur ces aspects. Bonjour, bonjour à tous. Ou bonsoir selon où vous êtes. Sur les aspects d'infrastructure et de développement communautaire, nous avons mis en place des soutiens aux communautés euh, pour renforcer les points d'échange d'Internet et selon où vous en êtes dans l'élaboration de votre XP, nous mettons à disposition des routeurs et des switches pour la mise en place de leur IXP. Au-delà, nous aidons aussi dans la mobilisation des communautés. C'est un aspect important de ce que nous faisons. Nous avons chiffré à 80% de nos efforts sur ces aspects, 20% étant sur les aspects techniques. Des investissements sont faits pour vraiment mettre autour de la même table les communautés. Il y a des ateliers de mobilisation, euh, euh, qui permet aux experts véritablement d'éclairer un petit peu ce qu'il est nécessaire de comprendre dans la mise en place d'un IXP. Ce sont des conversations que nous accompagnons. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus de rencontres en personne. Nous essayons de le faire
en ligne, ce n'est pas aussi efficace que lorsque nous nous rencontrons, euh, parce qu'il y a d'autres choses qui se font lorsque vous vous rencontrez en personne, des discussions en coulisses et des rencontres, mais nous essayons de continuer à le faire et continuer à parcourir ce chemin de la croissance des IXP pour permettre à ces communautés de résoudre les problèmes en termes d'infrastructure. Ça peut être très simple, mettre à disposition un switch, mettre à disposition ce dont ils ont besoin pour croître. Donc, cela ne s'arrête pas là. Nous travaillons aujourd'hui sur une nouvelle formation que nous avons appelée IXP 2.0, qui devrait permettre aux IXP de comprendre comment aller au-delà de la phase d'initialisation pour devenir un point d'échange mature, réussi. Et donc, les documents sont en préparation, ils sont avancés. Plus tard dans cette année, les cours seront disponibles et j'espère aussi que la possibilité de se rencontrer en personne sera là plus tard. Donc, je voudrais simplement dire que ce que nous faisons n'est pas unique. Nous avons d'autres partenaires que l'ISOC, PCH est aussi un autre partenaire avec qui nous travaillons très bien ensemble. Qui nous a accompagnés aussi dans la région de Caraïbes. D'autres zones où nous opérons comprennent l'Asie et l'Afrique. Et les R et L sont aussi des partenaires dont nous parlons. Donc, on ne peut faire cela seul. Nous essayons d'entraîner avec nous tous ceux qui peuvent contribuer et c'est la manière dont nous travaillons. Quand on parle de communauté, ce n'est pas simplement l'ISOC qui est une communauté. Evelyn l'a dit, quand vous voulez aller loin, il faut aller avec d'autres. Donc, tous ceux que nous connaissons qui peuvent aider à ce processus au niveau local, au niveau international, nous essayons de les impliquer. C'est comme cela que nous pouvons atteindre un certain succès, être plus durables. Et c'est comme cela que nous pourrons continuer à soutenir ces initiatives. Donc, si vous avez des questions sur la manière dont nous pouvons apporter un accompagnement, je peux éclairer. Les NOG reçoivent aussi des formations, que ce soit en ligne, en présence. Euh, Nous avons une équipe d'ailleurs dédiée aux cours en ligne. Vous pouvez continuer à suivre les annonces. Nous avons certainement un cours qui sera en place en avril, un autre cycle avec des cours sur les réseaux. Et nous voulons vraiment accroître l'offre dont nous disposons pour les cours en ligne parce que nous ne savons pas la durée de cette situation où nous pouvons nous rencontrer en personne. Et c'est donc à ces opportunités que nous renforçons pour continuer à dialoguer. Ce que nous avons tiré comme enseignement de ce que Iba et Steve nous ont dit, c'est non seulement réunir les communautés, mais aussi d'impliquer les partenaires ISOC et d'autres experts internationaux pour nous permettre de créer cet effet domino. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons réfléchir ensemble à comment nous pouvons aider en termes techniques, en termes d'accompagnement. Nous serons très heureux de travailler avec vous. Je pense que je vais rappeler la parole à Hicham, mais dans la messagerie, mm, tous nos- toutes nos coordonnées sont mises à disposition. N'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter. Nous serons heureux de répondre à vos questions. J'ai une autre question de Stephen. La question a trait au- aux programmes qui sont en cours dans les îles des Caraïbes. Il y a des questions qui se posent sur les allocations de spectre. Euh,
est-ce que vous pensez que vous pouvez jouer un rôle auprès des autorités sur cette allocation de spectre où il y a certaines difficultés pour allouer les spectres? C'est effectivement la question du spectre et de l'allocation du spectre dans les Caraïbes est fait par un organe tel que Karma avec l'accompagnement de l'Union des télécoms. Et c'est un organe avec lequel nous devons dialoguer en termes d'harmonisation du spectre. Et pour nous, l'idéal, ce serait d'accompagner le travail qu'a fait l'Union des télécoms pour que la région soit en meilleure position, pour savoir qui fait partie des organes décisionnaires et que le processus de prise de décision et de réflexion et comment nous pouvons y participer. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour ces interventions. Nous avons pris un peu plus de temps, mais nous avons des questions, nous avons des observations. Cela montre que ce que fait ISOC suscite de l'intérêt. Permettez-moi de repasser la parole à Evelyne et qui va nous dire un mot sur les prochaines étapes. Merci beaucoup à tous. Nous sommes heureux de voir que vous êtes restés jusqu'au bout. Nous avons reçu beaucoup de questions lors de cette session. Nous ferons en sorte que ces questions trouvent leurs réponses et nous vous enverrons donc des liens avec les questions-réponses. Si vous voulez apprendre un peu plus sur les IXP, vous avez un lien sur notre site web que vous avez sur cette page pour faire la différence aussi dans votre propre communauté. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, vous pouvez nous envoyer un mail sur ce mail mis à l'écran, ifra.org. Quels sont les événements relatifs à l'IXP? En Afrique centrale, nous avons un événement demain, le 29 avril. Nous avons ensuite la série des événements Virtual Peering Series, la série virtuelle pour le peering le 4 mai pour l'Afrique et le 11 mai, le même événement pour l'Asie centrale. Vous avez plus d'informations sur ces événements sur le site web /event. Merci d'être resté jusqu'au bout avec nous. Merci de votre patience et de votre intérêt. Merci beaucoup. Au revoir.